10 jours avant Noël, j'ai surpris mon frère en train de planifier de m'humilier publiquement puis de me mettre à la porte, alors j'ai fait de nouveaux plans. Le 25 décembre, il a appelé, exigeant, « Sœur, où es-tu ? Tout le monde attend. » J'ai ri et j'ai dit, « Vérifie mon tiroir du haut. » Ce qu'il a trouvé l'a fait hurler. Je m'appelle Evelyne Porter. J'ai 72 ans et 10 jours avant Noël, j'ai appris que les liens du sang peuvent devenir plus froids que l'hiver. Je suis rentré tôt cet après-midi-là parce que mon rendez-vous pour une mammographie s'est terminé plus vite que prévu, et pour une fois, la circulation de Charlotte a semblé avoir pitié de moi. Je me souviens d'avoir tenu en équilibre une tasse de café en carton dans une main, mon sac à main dans l'autre, ne pensant qu'à rentrer avant que le crachin ne traverse mon manteau. Je suis entré par la porte de côté aussi silencieusement que je le faisais toujours, et c'est la seule raison pour laquelle j'ai entendu. Pas depuis le couloir, pas depuis les escaliers, mais depuis le vieux babyphone posé sur le comptoir de ma cuisine, celui que nous utilisions encore chaque fois que la petite fille de mon frère venait dormir et faisait la sieste à l'étage. J'avais oublié qu'il était allumé. Puis sa voix a crépité à travers le haut-parleur, assez clair pour arrêter mon cœur. Il riait. Il riait vraiment. Il a dit que je pleurerais devant tout le monde une fois qu'il remettrait en question ma mémoire et qu'après cela, me faire sortir de la maison serait facile. Une voix de femme lui a répondu, vive et satisfaite, disant que le dîner de Noël serait la scène parfaite parce que les gens croient toujours aux larmes à Noël. Ma main s'est serrée si fort autour de cette tasse de café chaude que j'ai failli l'écraser. Je me tenais dans ma propre cuisine, écoutant ma propre vie être transformée en spectacle. Mon frère prévoyait de me faire honte devant la famille, les amis de l'église et les voisins, puis de me dépeindre comme suffisamment instable pour perdre le contrôle de ma maison. J'aurais dû m'effondrer à ce moment-là. Au lieu de cela, quelque chose de plus froid s'est produit. J'ai posé le café, j'ai regardé la maison silencieuse autour de moi et j'ai pensé, s'il veut une surprise de Noël, je lui en donnerai une qu'il n'oubliera jamais. Avant que je vous dise exactement ce que j'ai entendu à travers ce moniteur et ce qu'il attendait quand il a ouvert mon tiroir le jour de Noël, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire voyagera. Cette nuit-là, je me suis assise au petit bureau de ma chambre et j'ai fait ce que j'avais toujours fait lorsque la vie devenait effrayante. Je l'ai organisé. Je suis une enseignante d'école primaire à la retraite. Mais avant cela, j'étais la femme dans chaque réunion de famille qui pouvait diviser une note de restaurant de tête, se souvenir de 3 anniversaires et vous dire encore quelle facture de service public avait augmenté depuis l'hiver dernier. L'ordre me calmait. Les chiffres me calmaient. La trahison, cependant, non. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai lancé le même tableur que j'utilisais il y a des années pour les plans de cours, les listes de bénévoles et les budgets de collecte de fonds de l'église. Cette fois, le titre en haut indiquait « Ce que Derek m'a coûté ». C'était la première fois que je tapais le nom de mon jeune frère après l'avoir entendu sur ce moniteur. Et même alors, mes doigts ont hésité sur les touches comme s'ils ne voulaient pas admettre ce que mon cœur savait déjà. Derek avait emménagé dans ma maison 18 mois plus tôt pour un petit moment après la fin d'un contrat de travail. Sa femme, Tina, a suivi 2 semaines plus tard avec des cartons, des bacs de rangement, des bougies parfumées et la supposition désinvolte que ma maison était déjà devenue la leur. Ils avaient promis qu'ils faisaient du réseautage, passaient des entretiens, se regroupaient. En réalité, Derek passait la moitié de sa journée dans des cafés en prétendant rencontrer des gens, puis rentrait à la maison avec des plats à emporter chers et aucun entretien. Tina publiait en ligne des photos joyeuses de brunch que je n'ai jamais visitées pendant que je payais la facture d'électricité, l'eau, Internet, les courses et, plus d'une fois, leur assurance automobile. Je m'étais dit que j'aidais la famille. En regardant le tableur, j'ai enfin vu la vraie forme de la situation. 18 mois de vie sans loyer dans ma maison de Charlotte, les services publics, les vêtements d'école pour leur fille, une facture de dentiste pour laquelle Tina a pleuré dans ma cuisine. Les 4 700 $ temporaires que j'ai donnés à Derek après qu'il ait prétendu que son camion avait besoin de réparation d'urgence pour le travail. Le total général, une fois que j'ai arrêté d'arrondir à la baisse par gentillesse, était de 48 240 $. J'ai fixé ce nombre jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à de l'argent et commence à ressembler à des années de ma vie. Mais l'argent n'était qu'une partie de la blessure. La partie la plus profonde était la façon dont ils avaient habilement entraîné les gens autour de moi à douter de moi. J'ai repensé aux petites remarques que Derek avait faites devant les autres. Evelyne est un peu oublieuse ces derniers temps. Elle est si facilement dépassée maintenant.
Nous nous inquiétons juste qu'elle soit seule. À l'époque, j'avais balayé cela comme des bêtises surprotectrices. Après avoir entendu ce moniteur, j'ai compris ce que c'était vraiment, préparer le terrain. Ameublir la terre avant que la pelle ne s'enfonce. J'ai levé les yeux de l'ordinateur et j'ai regardé la photo de famille encadrée sur ma commode, une photo prise le 1er Noël après la mort de mon mari. Le bras de Derek était autour de mes épaules, son sourire chaleureux, ses yeux pleins de quelque chose que j'avais pris pour de la loyauté. Maintenant, je regardais la photo et je voyais du calcul. Peut-être avait-il toujours été là. Peut-être que le chagrin m'avait rendu aveugle. Une latte de plancher a grincé dans le couloir devant ma chambre et tout mon corps s'est raidi. J'ai refermé à moitié l'ordinateur portable et j'ai retenu mon souffle. Les pas de Derek se sont arrêtés juste derrière la porte, puis ont continué. Ce minuscule moment, cette montée de peur vive et hideuse dans ma propre chambre, m'a tout dit. Je ne vivais plus avec ma famille. Je vivais parmi des gens qui m'étudiaient. J'ai rouvert l'ordinateur portable, ajouté un deuxième onglet au tableur et l'ai intitulé « Épreuve ». Puis j'ai ouvert l'application de mémo vocal sur mon téléphone et je me suis enregistré en disant tranquillement la date, l'heure et chaque mot dont je pouvais me souvenir du babyphone. Quand j'ai eu fini, j'ai chuchoté une question dans la pièce sombre, principalement à moi-même: quand les gens qui vous appellent famille commencent à vous voir comme un compte à vider, combien de temps continuez-vous à prétendre que l'amour suffit? Les 3 jours suivants m'ont changé. Le jour, je me comportais exactement comme il s'y attendait. J'ai demandé à Derek s'il voulait plus de café. J'ai dit à Tina que la couronne sur la porte d'entrée était jolie. J'ai même souri quand elle m'a montré une idée de centre de table pour le dîner de Noël, le même dîner qu'il prévoyait d'utiliser comme une exécution publique de ma dignité. Mais une fois que la maison se vidait chaque après-midi, je bougeais avec une précision que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'abord, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit des aînés à Charlotte nommée Marisol Grant, dont j'avais griffonné le numéro après une conférence du ministère des Femmes sur l'abus financier. Je l'avais gardée sans penser que j'en aurais un jour besoin. Quand elle a répondu, j'ai dit: mon jeune frère essaie de me faire passer pour incompétente afin de pouvoir prendre ma maison. Il y a eu un bref silence. Puis sa voix est devenue calme, directe et merveilleusement peu surprise. Madame Porter, a-t-elle dit. Apportez tous les documents que vous avez. Je l'ai fait. Elle les a étalés sur une table de conférence polie et m'a guidé à travers ma propre vie comme si elle m'aidait à cartographier un champ de bataille: la pleine propriété de la maison, aucune hypothèque, mes comptes de retraite, mes économies. Les formulaires de bénéficiaires que je n'avais pas revus depuis les funérailles de mon mari. Puis elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé si j'avais des preuves qu'il planifiait cela. Je lui ai parlé du babyphone. Elle n'a pas souri, mais j'ai vu de l'approbation dans ses yeux. La Caroline du Nord est un État à consentement unilatéral. Elle a dit: si vous pouvez légalement les enregistrer en train de discuter du complot, faites-le discrètement. Alors je l'ai fait. Le soir même, pendant le dîner, Derek a été imprudent. Lui et Tina pensaient que j'étais distraite en mettant les assiettes. Mon téléphone était posé face contre table à côté des serviettes, enregistrant pendant qu'il parlait trop librement. Tina a murmuré que les invités de Noël verraient exactement ce qu'ils devaient voir si je devenais émotive. Derek a dit qu'un pasteur, un mot du médecin et un discours larmoyant rendraient les choses propres et rapides. J'ai failli laisser tomber la cuillère de service, mais j'ai continué à bouger. J'ai servi de la purée de pommes de terre et j'ai souri comme une femme qui faisait confiance à son propre frère. 2 jours plus tard, Marisol m'a envoyé chez un neurologue dans le sud de Charlotte pour une évaluation cognitive complète. Je ne peux pas décrire l'humiliation de s'asseoir dans ce bureau stérile pour être testé, non pas parce que je doutais de mon propre esprit, mais parce que mon frère avait l'intention d'utiliser l'âge comme une arme contre moi. Pourtant, j'ai répondu à chaque question, complété chaque exercice de mémoire, dessiné chaque cadran d'horloge ridicule et suis parti avec quelque chose de plus fort que la fierté, de la documentation. Le rapport du médecin était clair. Cognitivement intacte, pleinement compétente, aucune preuve de démence, aucun trouble. Marisol l'a appelé le bouclier. La nuit, la maison devenait insupportable. J'étais à l'étage en train de mettre en boîte de vieilles lettres ou de rassembler des bijoux du fond d'un tiroir. Pendant ce temps, en bas, Derek et Tina riaient devant des émissions de télévision, des achats en ligne et des idées de menus pour le rassemblement de Noël même qu'ils croyaient me briseraient. Leur rire montait à travers les bouches d'aération comme de la fumée. Parfois,
je me figeais avec un pull dans les mains et je pensais à la minceur de la ligne entre victime et stratège. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la vengeance. C'est simplement le moment où vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Alors vous devez vous sauver vous-même. À la fin de cette semaine, Marisol m'avait aidé à révoquer d'anciennes autorisations médicales, à verrouiller mes comptes et à rédiger un plan si net qu'il a de nouveau stabilisé mon pouls. Elle m'a demandé une fois, pendant que je signais une pile de papiers, si je me sentais coupable. Je lui ai dit la vérité. Je me sentais triste. Je me sentais furieuse. Et sous ces deux émotions, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti dans ma propre maison depuis longtemps. Le contrôle. Une fois le bouclier juridique en place, Marisol m'a posé la question que je tournais en rond sans oser la formuler à voix haute. Voulez-vous garder la maison? Elle a dit, ou voulez-vous vous sauver vous-même? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Si le plan de Derek était construit autour du fait de me piéger à l'intérieur de cette maison, alors la maison elle-même était devenue une partie du piège. Il m'a fallu une minute entière pour répondre. Cette maison avait abrité mon mariage, les disputes d'adolescents de mes enfants, le dernier souffle de mon mari et chaque Noël que j'avais organisé pendant 30 ans. Mais la mémoire n'est pas la sécurité. Alors j'ai dit oui. Marisol m'a mise en contact avec un agent immobilier discret spécialisé dans les ventes rapides et silencieuses. Nous avons fixé le prix de la maison pour qu'elle se vende vite. En 48 heures, elle avait un acheteur au comptant. La clôture était prévue pour le 23 décembre, puis avancée au 22 lorsque les acheteurs sont devenus impatients. L'ironie était presque trop parfaite. Derek voulait Noël. Je lui ai donné une date limite à la place. Ces jours avant la clôture ont été les plus étranges de ma vie. Je vivais comme une actrice dans une pièce que je méprisais. J'acquiesçais au bavardage de vacances de Tina tout en cataloguant mentalement ce que je donnerais, ce que je déménagerais et ce que je laisserais derrière moi. Je n'ai emballé que ce qui comptait. La montre de mon mari, les albums photos de famille, la bague de ma mère, 2 courtes pointes, des documents importants, quelques meubles qui me semblaient encore appartenir. Chaque boîte que je scellais me donnait moins l'impression de perdre quelque chose et plus celle de refuser de les laisser le prendre. J'ai tout étiqueté don à l'église, donc Derek n'a jamais posé de questions. Le 20 décembre, j'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre pour seniors autonomes dans le sud de Charlotte. Cuisine lumineuse, petit balcon, immeuble sécurisé, couloir calme. Personne là-bas ne voulait rien de moi, sauf un bonjour. Les déménageurs sont venus l'après-midi du 22 décembre pendant que Derek était sorti et que Tina avait emmené leur fille faire les magasins. À mi-chemin du chargement, mon agent immobilier a appelé pour dire que le camion de Derek venait de tourner dans notre rue avant de s'arrêter brusquement à une station-service, puis de repartir. Je suis resté dans le garage, le cœur battant si violemment que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Une minute de plus et il aurait vu des hommes emporter les os de la vie qu'il pensait être sur le point d'hériter. À 18 h ce soir-là, j'étais dans mon nouvel appartement, entouré de boîtes, épuisée et tremblante, avec un chèque de banque déposé en toute sécurité, et mon ancienne maison n'était plus la mienne. Cela aurait dû me briser. Au lieu de cela, je me suis assise par terre, j'ai mangé des biscuits salés dans une assiette en carton et j'ai senti la première respiration complète que j'avais prise depuis des mois. Ensuite, j'ai préparé le cadeau. Pas une enveloppe négligemment glissée dans un tiroir. Pas quelque chose de colérique, quelque chose de délibéré. J'ai acheté une boîte cadeau de Noël rouge foncé avec une bordure dorée et un ruban de satin. À l'intérieur, j'ai placé le relevé de règlement prouvant que la maison avait été vendue. Le rapport du neurologue prouvant que j'étais compétente, la révocation de l'autorité médicale, une chronologie écrite de chaque dollar que Derek et Tina m'avaient coûté, et une courte lettre de ma propre main. J'ai dit à Derek que j'avais entendu le plan. Je lui ai dit que la maison était partie, que les documents juridiques étaient en place et que la version de moi qu'il pensait pouvoir coincer n'existait plus. J'ai écrit une dernière ligne avant de sceller le couvercle. Tu as confondu la gentillesse avec la faiblesse et Noël avec ta scène. Ces 2 erreurs te coûteront cher. Tard cette nuit-là, je suis retourné à l'ancienne maison avec mon double de clés, je suis entré par la porte de côté et je suis monté dans ma chambre une dernière fois. J'ai placé la boîte cadeau dans le tiroir supérieur de ma commode, je l'ai centré soigneusement et j'ai fermé le tiroir avec le genre de soin que les gens réservent habituellement aux choses sacrées. Puis je suis resté seul dans cette pièce et je me suis permis de faire mon deuil pendant exactement 30 secondes. Après cela, je suis parti,
sans courir, sans trembler, juste terminé. Le matin de Noël était calme d'une manière que j'avais oublié que la vie pouvait l'être. Je me suis réveillé dans mon nouvel appartement sous une pâle lumière d'hiver glissant à travers des stores inconnus, et pendant une seconde étrange, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Puis tout est revenu, la vente, le déménagement, la boîte dans le tiroir. Et au lieu de la panique, j'ai ressenti la paix. J'ai fait du café dans ma petite cuisine, beurré du pain grillé et je me suis assise à ma petite table, écoutant des chants de Noël instrumentaux provenant d'un haut-parleur que personne d'autre n'avait touché. Dehors, quelques résidents dans la cour se saluaient en pull et bonnet de Père Noël. Quelque part dans le couloir, quelqu'un a ri. Personne n'organisait mon humiliation. Personne n'attendait que je pleure. À 11h38, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Derek. Je l'ai laissé sonner. Puis de nouveau, puis une troisième fois. Au quatrième appel, j'ai répondu. « Evelyne, où es-tu » Sa voix est arrivée, vive et haletante, essayant de paraître agacée plutôt que paniquée. Tout le monde est là. Les Henderson sont là. Le pasteur Neil est là. Les parents de Tina sont là. Nous t'attendons tous. J'ai pris une lente gorgée de café avant de répondre. Silence. Quoi, a-t-il dit? J'ai souri au téléphone. Ma commode. Tiroir du haut. Je t'ai laissé un cadeau de Noël. Je l'ai entendu inspirer brusquement, puis couvrir le téléphone comme s'il essayait de parler loin de moi. En arrière-plan, je pouvais entendre de la vaisselle, des gens qui parlaient, un enfant qui courait dans un couloir, de la musique de Noël jouant trop fort, le paysage sonore d'une fête qu'il croyait encore contrôlée. Je n'ai pas le temps pour les jeux, a-t-il lancé. Monte à l'étage, ai-je dit doucement. Ouvre le tiroir, puis rappelle-moi si tu penses toujours que c'est un jeu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 7 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné, mais cette fois, Derek n'a pas pris la peine de feindre le calme. Que as-tu fait? A-t-il aboyé à la seconde où j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix résonnait, ce qui signifiait qu'il m'avait mis sur haut-parleur. Bien. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et je l'ai imaginé dans mon ancienne chambre, transpirant au-dessus d'une boîte cadeau rouge avec ce ruban de satin maintenant déchiré à côté de lui. Je l'ai bien emballé, ai-je dit. C'est Noël après tout. La voix de Tina est intervenue derrière lui. Derek, continue de lire. Elle semblait effrayée maintenant, et cette peur a mis de l'acier dans ma colonne vertébrale. Du papier a crissé. Quelqu'un en bas a demandé si tout allait bien. Personne n'a répondu. Puis Derek a de nouveau parlé, mais l'arrogance avait disparu. Tu as vendu la maison, a-t-il dit, incrédule. Tu as vendu la maison il y a 3 jours. 2, ai-je corrigé. La clôture était le 22. Non, cela venait de Tina. Aiguë et mince. Non, non, non. Ça ne peut pas être vrai. Plus de pages, plus de silence. Puis, exactement comme le promettait l'accroche, Tina a hurlé. Ce n'était pas un cri de cinéma soigné. C'était une explosion de son brut et hideux, arrachée par la panique. Quelque chose s'est écrasé immédiatement après. Peut-être un flacon de parfum. Peut-être une photo encadrée. Puis j'ai entendu des pas et des voix s'élever en bas. Derek est revenu, plus fort, plus en colère, assez désespéré pour oublier son public. Vous y séjourniez, ai-je dit. Vivre implique une responsabilité. Nous avions des plans, a-t-il crié. Je sais que vous en aviez. Je les ai entendus, Derek. Chacun d'eux à travers le babyphone, le discours, la fausse inquiétude, le mot du médecin, le plan pour m'embarrasser devant tout le monde en bas et ensuite me forcer à quitter ma propre maison. Tu avais raison sur une chose. Noël était le jour parfait pour une révélation. Les voix en arrière-plan se sont transformées en chuchotements. J'ai imaginé le pasteur Neil debout dans le couloir, serrant son plat de gratin, écoutant mon frère se décomposer. Derek a tenté un dernier pivot vers la vertu. Nous étions inquiets pour toi. Alors pourquoi y a-t-il un rapport de neurologue dans la boîte disant que je suis pleinement compétente, ai-je demandé. Pourquoi y a-t-il une révocation légale là-dedans qui supprime toute autorité médicale que tu pensais pouvoir revendiquer? Pourquoi y a-t-il un tableur détaillé montrant 48 240 $ de soutien que tu m'as pris tout en disant aux gens que j'étais instable?
Tina a émis un son brisé et en colère. Derek, a-t-elle sifflé, ne prenant même plus la peine de cacher son blâme. Tu avais dit qu'elle ne savait pas. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais gagné. Pas quand Derek a crié. Pas quand Tina a hurlé. Pas même quand j'ai entendu quelqu'un en bas murmurer « Oh mon Dieu !» J'ai gagné quand les deux ont commencé à se retourner l'un contre l'autre en temps réel dans la maison même qu'ils pensaient les couronner. La respiration de Derek était rude au téléphone. Où sommes-nous censés aller? C'est la première question pratique que vous auriez dû vous poser avant d'essayer de voler une maison payée à une veuve de 72 ans. Tu nous humilies, a crié Tina. Sa voix portait si loin que je savais que tout le monde en bas l'entendait. Non, ai-je dit, et j'ai gardé mon ton presque doux. Vous avez programmé votre propre humiliation. J'ai juste refusé d'en être la victime. Il y a eu le bruit de plus de pas, puis la voix du pasteur Neil, prudente et secouée, demandant à Derek s'il avait besoin que tout le monde parte. Cela a été suivi de murmures, d'un verre se brisant quelque part en bas et du bruissement indubitable de gens rassemblant leurs manteaux. Le dîner de Noël se dissolvait autour d'eux en temps réel. Derek a alors baissé la voix, essayant de plaider. « Evelyn, s'il te plaît, nous pouvons en discuter. Tu n'as pas à faire ça devant les gens. » « C'était ton plan pour moi, ai-je répondu. « Dis-moi honnêtement, Derek, quel effet ça fait quand la vérité entre dans la pièce avant que ton mensonge n'y arrive ?» Il n'a rien dit. Tina pleurait maintenant, mais pas de remords, de peur. Les acheteurs prennent possession après le nouvel an, ai-je continué. Votre préavis est dans la boîte. Parlez à mon avocate si vous avez des questions. Ne me contactez plus directement à moins que vous n'aimiez payer plus de frais de justice. Des frais de justice, a-t-il répété. Oh, oui, ai-je dit. Parce que si vous déposez ne serait-ce qu'une seule pétition malhonnête prétendant que je suis incompétente, les enregistrements et les documents dans le bureau de Marisol Grande vous attendront. Joyeux Noël. J'ai mis fin à l'appel, posé mon téléphone face contre table et suis restée assise là, dans le calme doux de mon nouvel appartement, pendant que quelque part à travers Charlotte, mon frère se tenait dans les ruines de sa propre performance. Après une minute, j'ai repris mon café. Il était devenu tiède. Il avait toujours meilleur goût que n'importe quel dîner de Noël que j'avais jamais organisé dans cette maison. Les suites n'ont pas été une justice immédiate emballée dans un joli ruban. C'était plus désordonné que ça, plus humain et, à certains égards, bien plus cruel. Derek a fait exactement ce que les gens effrayés font lorsqu'ils sont acculés par les conséquences. Il a persisté avant de s'effondrer. 2 jours après Noël, Marisol a appelé pour me dire que Derek avait tenté de déposer une requête d'urgence suggérant que j'avais été manipulée pour vendre la maison. Il a affirmé que j'étais confuse, vulnérable et en danger. Cela aurait été risible si ce n'avait pas été si vicieux. Mais Marisol était prête. Elle a déposé le rapport de mon neurologue, les enregistrements audio, les documents de propriété et la chronologie écrite avant midi. Le magistrat a refusé la demande d'urgence presque immédiatement et a programmé une audience. Lorsque cette audience est arrivée début janvier, la confiance de Derek semblait empruntée et bien usée. Tina était assise à côté de lui, pâle et furieuse, tandis que la juge écoutait les enregistrements avec l'expression d'une femme à bout de patience. L'avocat de Derek a tenté de tout présenter comme une préoccupation familiale. Cet argument a duré jusqu'à ce que Marisol présente l'enregistrement où Derek discutait littéralement de me rendre émotive devant des témoins pour que ce soit propre et rapide. La juge n'a pas caché son dégoût. La requête a été rejetée. Derek a été condamné à couvrir mes frais de justice ainsi que des sanctions pour dépôt de mauvaise foi. Le faux mot du médecin qu'il avait espéré brandir n'a même jamais été admis de la manière qu'il imaginait. Une fois qu'il est devenu clair que le médecin n'avait pas effectué une évaluation complète de la compétence, il est devenu une tâche plutôt qu'une arme. Mais le tribunal n'était que le début de son effondrement. Les nouvelles voyagent vite dans certains quartiers de Charlotte, surtout une fois que les gens de l'église réalisent qu'ils ont été invités à une embuscade de vacances déguisée en inquiétude. Le pasteur Neil m'a appelé personnellement pour s'excuser de ne pas l'avoir vu plus tôt. 2 femmes de mon ancien groupe d'études bibliques ont envoyé des fleurs. Derek, pendant ce temps, est devenu l'histoire dont les gens parlaient à voix basse lors des repas de l'église et sur les trottoirs du quartier. Non pas parce que j'ai couru partout pour le dire à tout le monde. Je ne l'ai pas fait. La vérité s'est répandue parce que trop de gens étaient physiquement présents lorsque la performance a implosé. Ils avaient entendu Tina crier.
Ils avaient vu les invités partir en emportant des tartes non entamées et des manteaux enfilés dans un silence gêné. Ils avaient vu la honte de leurs propres yeux. Tina est restée avec Derek pendant exactement 3 semaines de plus. Puis elle a appris autre chose que l'équipe de Marisol a découvert en examinant la tentative de requête. Derek lui avait aussi menti sur l'argent. Il lui avait promis que la maison résoudrait tout. Il avait également caché de nouvelles dettes de cartes de crédit et un paiement de camion en retard. Tina a fait ses valises, a pris leur fille et a déménagé chez sa sœur à Columbia, en Caroline du Sud, laissant Derek dans une location meublée qu'il pouvait à peine se permettre pour les jours restants avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession. Selon ce qui a filtré par les canaux familiaux, leur dernière dispute a été assez forte pour que les voisins l'entendent à travers les murs. Tina lui aurait dit, « Tu n'as pas seulement perdu la maison. Tu as perdu la seule personne qui était encore prête à te sauver. » Elle avait raison, mais pas de la manière dont elle le pensait. En février, le nom de Derek était devenu un handicap. Une perspective d'emploi dans une entreprise de logistique s'est évaporée après que sa vérification d'antécédents et ses dépôts civils aient soulevé des questions. Un homme de l'église qui lui avait un jour promis de le mettre en contact avec du travail ne pouvait soudainement plus rien faire pour le moment. La petite communauté qui, espérait-il, le validerait l'avait plutôt marqué comme indigne de confiance. Il a rebondi entre un motel bon marché pour long séjour à l'ouest de Gastonia et le canapé d'un ami, a vendu le camion dont il avait autrefois insisté avoir besoin pour le travail, et ne pouvait toujours pas échapper aux factures d'avocat. Lorsque Tina a demandé la séparation ce printemps-là, elle a cité la tromperie financière et l'instabilité émotionnelle. On m'a dit qu'il paraissait 10 ans de plus au tribunal qu'à Noël. Tout cela aurait dû ressembler à un triomphe. Une partie l'était. Je ne mentirai pas en prétendant que je suis faite d'une douceur sainte. Il y avait une sombre satisfaction à voir un homme qui pensait pouvoir mettre en scène mon humiliation être exposé sous les néons du tribunal. Il y avait une satisfaction à savoir que la maison sur laquelle il comptait avant qu'elle ne soit sienne lui avait échappé pour toujours. Mais la vengeance, quand elle est réelle, est plus silencieuse que le fantasme. Elle ne ressemble pas toujours à des acclamations. Parfois, elle ressemble à être assise seule dans son appartement au crépuscule, réalisant que son petit frère s'est détruit en essayant de vous voler le dernier endroit sûr que vous aviez. Parfois, elle ressemble à pleurer la personne que vous pensiez exister. J'ai pleuré Derek. Pas l'homme au tribunal. Pas celui qui criait à Noël. Le garçon qui faisait du vélo avec mon fils dans notre allée. Le garçon que je défendais quand notre père était dur avec lui. Cette personne, si elle avait vraiment existé, était partie. Un soir de mars, Marisol m'a demandé si je voulais poursuivre une action en justice pour tentative d'exploitation de personnes âgées. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Une affaire plus approfondie aurait pu l'écraser financièrement pendant des années. Peut-être le méritait-il. Peut-être pas. Finalement, je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin de l'enterrer. J'ai dit qu'il avait déjà creusé le trou. Pourtant, j'ai maintenu l'ordonnance de non-contact en place. La miséricorde n'est pas la même chose que l'accès. Cette distinction a changé ma vie. Et si vous voulez la vérité, quand la cupidité brise une famille, il n'y a pas de gagnant. Seulement une personne qui choisit finalement de ne pas se perdre elle-même. Ma nouvelle vie n'a pas commencé par un grand discours ou un lever de soleil spectaculaire. Elle a commencé par des matins ordinaires et c'est ce qui la rendait belle. Je me réveille maintenant vers 7 heures dans mon appartement du sud de Charlotte. Je mets la bouilloire en marche. J'arrose le basilic sur le balcon. Je m'assois près de la fenêtre avec un café et un morceau de pain grillé et je regarde les autres résidents promener leurs petits chiens ou se saluer en pantoufles. Le mardi, je fais 2 heures de bénévolat à la bibliothèque communautaire pour aider les enfants à lire. Le jeudi, je participe à un cours de yoga doux avec 3 femmes qui connaissent mon histoire et ne m'ont jamais dit d'être la plus intelligente, comme si je n'avais pas déjà passé des années à me rétrécir. Une fois par mois, je rencontre un cercle de soutien local pour les personnes âgées confrontées à l'abus financier familial. Et avec une partie de l'argent de la vente de ma maison, j'ai financé discrètement 2 consultations juridiques pour des femmes qui me rappelaient moi-même avant Noël. Gentilles, honteuses et espérant toujours que l'amour deviendrait suffisant si elles attendaient juste plus longtemps. Cela, plus que tout, a guéri quelque chose en moi, non pas parce que je suis devenu noble, mais parce que je suis devenu utile selon mes propres termes. Encore une fois, une journée typique dans ma vie actuelle semblerait terriblement petite à quiconque mesure encore la valeur par la superficie en pieds carrés ou l'approbation familiale.
Elle pourrait inclure des courses pour une personne, un appel téléphonique avec ma fille à Raleigh, un roman policier, de la soupe pour le dîner et une promenade dans la cour après le coucher du soleil. Mais chaque centimètre de cette journée m'appartient. Personne ne surveille ma mémoire. Personne ne transforme l'inquiétude en arme. Personne ne s'assoit à ma table pour manger de la nourriture que j'ai payée tout en planifiant secrètement comment m'effacer. Il y a une dignité et une paix que les gens n'apprécient pas jusqu'à ce que le chaos quitte enfin la pièce. Au printemps dernier, j'ai reçu un dernier courriel acheminé par le bureau de Marisol. Derek voulait le pardon, pas la réparation, pas la responsabilité, pas la restitution. Le pardon. Il a écrit qu'il avait fait des erreurs sous pression et espérait qu'un jour je me souviendrais que nous étions une famille. Je l'ai lu une fois et n'ai ressenti aucune rage, seulement de la clarté. J'ai dicté une réponse par l'intermédiaire de mon avocate. La famille n'est pas une licence pour m'humilier, me manipuler ou me déposséder. Je ne vous souhaite aucun mal. Je vous souhaite de la distance. C'était tout. Parfois, les gens imaginent la force comme du bruit, des cris, des portes qui claquent, des sorties spectaculaires. J'ai appris que la vraie force est plus silencieuse. C'est signer le papier, verrouiller le compte, s'éloigner, laisser les gens qui ont essayé d'utiliser votre douceur découvrir que vos limites sont plus fortes que leurs sentiments de droit. S'il y a une leçon dans mon histoire, ce n'est pas que la vengeance est douce. C'est que le respect de soi est nécessaire. Le sang ne surpasse pas la dignité. L'âge n'efface pas la propriété. La gentillesse n'oblige pas à la reddition. Et quand quelqu'un confond votre générosité avec la permission de vous détruire, vous protéger n'est pas de la cruauté. C'est la maturité qui arrive en retard mais juste à temps. Alors je vous laisse avec ceci. Si les personnes les plus proches de vous vous poussaient au bord du gouffre et vous demandaient de renoncer à votre respect de vous-même au nom de la famille, que choisiriez-vous? Le sang ou votre propre nom? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a encore besoin de la permission de cesser d'être utilisé. Je m'appelle Evelyn Porter. J'étais censée être la femme que mon frère a humiliée à Noël. Au lieu de cela, je suis devenue la femme qui lui a laissé un cadeau dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.